Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspirer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Capel. Salut Guillaume. Salut, bonjour Fabien, bonjour à tous. Guillaume, tu es entrepreneur, tu es investisseur, tu es cofondateur de l'ONG Singa. On va revenir avec toi sur ton parcours et ce qu'est aussi l'entrepreneuriat social et sociétal. Mmh. Hem, Tu fais partie aussi des personnalités connues dans cet univers-là, mais j'aimerais avant, commencer par toi enfant. Quelle a été, ton enfance et tu as consacré une partie de ta vie à créer des ponts entre les gens aussi et la manière dont tu peux reconnecter les humains. Mais est-ce que tu avais cette image déjà dès le début, dans ton enfance ou est-ce que tu es né dans une famille engagée peut-être? Alors engagé, non, je pense pas qu'on puisse dire ça. Enfance heureuse, très heureuse même avec, 2 frères, plus jeunes que moi. On a grandi à Rennes, en Bretagne, avec, des parents qui avaient, des métiers très différents. Une maman qui était artisan encadreur, qui est devenue, maître artisan même, donc on a beaucoup vu, la fabrication de cadres à la maison avec pas mal de matière. On a un peu grandi dans un musée, parce que tu avais, moins de murs blancs que de cadres au mur, donc c'était assez amusant. On avait des fenêtres comme ça, sur le monde puisque, te à travers tous ces cadres-là, on voyageait aussi, il y avait des photos, des peintures qui venaient, d'Asie, d'Afrique, de toutes les villes et pays du monde, et puis tu avais aussi des fenêtres sur le temps puisque, avec, l'encadrement, on peut aussi encadrer des choses qui sont, plus vieilles. Et donc ça, c'était un premier ancrage, et mon père, lui, il vendait des colorants naturels. Donc à l'époque, c'était assez rare, et en fait, il vendait un peu les colorants qu'on retrouve dans plein d'aliments, mais qui étaient issus des plantes et de la nature, et donc il se battait contre tous les colorants, un peu synthétiques, chimiques. Et alors je sais pas si ça m'a influencé une vision d'aller vers, le respect de la biodiversité, de la nature, mais en tout cas, c'est sûr que je me suis tu vois, j'ai toujours eu mon père qui se baladait, en fait, à l'international pour, vendre ses colorants, naturels, et donc ça, c'était aussi quelque chose d'un peu important, je pense, dans ma tête. Et par contre, en termes d'ouverture au monde, je pense qu'elle était quand même relativement légère, même si les Bretons sont connus pour voyager, mais j'ai fait, à peu près 500 mètres entre l'âge de 3 ans et l'âge de 17 ans, puisque j'ai grandi sur le même campus. Donc j'étais à la maternelle et au lycée absolument au même endroit. Donc ça crée aussi une certaine stabilité, parce que tous les ans, tu sais où tu vas, tu as les mêmes potes à peu près, et donc voilà. Mais non, mon ouverture au monde, elle s'est plutôt créée à partir de l'âge de 11-12 ans, où là, j'ai commencé à voyager tous les étés seul, pour des échanges, linguistiques, où je me suis retrouvé en Angleterre, puis en Italie, puis aux États-Unis, et là, petit à petit, mon goût, pour, d'autres cultures et l'international s'est développé. Et dès l'âge de 11-12 ans, tu as démarré jeune à t'ouvrir, sur le monde? Ouais, écoute, à 12 ans, je crois, j'ai eu un premier. Alors ça a commencé petit à petit, hein, mais à 12 ans, j'ai eu 15 jours en Angleterre, à Londres. Donc là, c'était un peu la découverte, alors, d'un autre pays, mais en fait, surtout, ça a été la découverte d'une autre, classe sociale, parce qu'en fait, on était accueillis par des familles qui avaient, surtout des besoins financiers, et donc qui accueillaient les jeunes plutôt pour avoir une rémunération. Et donc du coup, j'ai aussi découvert un peu un nouvel univers social auquel j'étais pas habitué, dans un quartier très populaire de la banlieue de Londres, avec, des personnes qui ont passé 15 jours à jouer, aux jeux vidéo ou regarder la télévision, pendant que moi je savais pas trop quoi faire, et donc je en termes d'apprentissage de l'anglais, c'était pas dingo, Tu heu pas besoin d'aller à Londres pour jouer aux jeux vidéo, quoi. tout à fait. Mais en tout cas, j'ai quand même voyagé, on va dire, et je pense que j'aurais pu faire un voyage social un peu similaire à 500 mètres de chez moi. Mais ça m'a aussi permis finalement de découvrir, le monde, que de faire ce 1 voyage. Et puis l'année d'après, j'ai eu une correspondante en Italie, à Syracuse, et donc là, je suis parti, 3 semaines, le 1 été à Syracuse, et l'été d'après, je suis reparti 1 mois. Et donc là aussi, une découverte assez incroyable de la Sicile, de l'Italie. Pour le coup, là, j'étais beaucoup plus dans l'échange, parce que j'avais appris l'italien.
Et puis surtout, j'avais quelqu'un qui avait mon âge, donc j'ai commencé Mmh. aussi à percevoir que, bah, on a beau vivre dans différents pays, on peut avoir un peu les mêmes préoccupations, on peut s'amuser aussi. Et puis, voilà, et l'année d'après, je me suis retrouvé aux États-Unis à Troy, donc une ville qui a le même nom que Troyes, et donc qui est juste dans la banlieue de Détroit pour le coup, hem et C'est bien fait. heu et là, ouais, c'est pas mal fait. Et donc là, j'ai découvert, plutôt la classe moyenne américaine, qui affiche tous ses engagements, politiques, et qui affiche ses croyances, religieuses partout dans la maison. Donc tu as, George W. Bush, imprimé en A3 sur le frigo. Tu as, comment dire? Des poèmes, et des chants religieux partout, sur les murs, de la maison. Et donc du coup, là, c'était aussi une nouvelle découverte, quoi, dans un monde où moi j'avais grandi, où quelque part c'est beaucoup plus intime ce que tu penses au niveau politique et religieux. Là, c'était affiché, mais partout, quoi. Et donc c'était aussi intéressant. Et voilà, et donc là, bah, écoute, je suis déjà au lycée, et là, j'arrive à devoir faire le choix crucial, tu sais, de qu'est-ce que tu vas faire pendant 40 ans de ta vie maintenant. C'est ça. Tu as 17 ans, mais tu es censé savoir, quel va être ton métier, donc choisir, tes études pour y aller. Et donc là, moi, j'avoue que je suis assez perdu honnêtement à cette période-là, parce qu'en fait, je crois que j'aime toujours faire plein, plein de choses différentes, et surtout, j'ai du mal à me projeter dans un métier, très précis. Je sais que j'adore dessiner, et je sais que j'adore voyager. Un peu Donc du maire, un peu de la paire, quoi. se trace, ouais, il y a des en fait, je vais voir, des écoles d'architecture, des écoles de design, et de l'autre côté, je vais voir des écoles de relations internationales, sciences politiques, et plutôt pour la partie, découvrir le monde. Et finalement, j'atterris en relations internationales, qui est à peu près le boulevard le plus large que tu peux trouver. Je me suis dit: «Bon, je pourrais peut-être bifurquer sur une route, au fil des années». Et voilà, et c'est comme ça que je me suis embarqué dans les relations internationales, et qui m'a emmené, aussi à créer, une ONG après, et cetera. Et justement, est-ce qu'il y a un moment précis dans ton enfance où tu as eu cette envie et cette soif de comprendre le monde, à travers ces voyages? Est-ce que tu as eu un déclic à un moment? Non, je pense pas qu'il y ait eu de déclic. Je pense que la lecture a eu énormément d'influence. Je sais que j'étais un très grand lecteur, en fait, enfant. Je pense que pour le coup, là-dessus, j'ai été très encouragé, par, ma maman à être lecteur, et je crois que mes frères aussi ont pas mal lu. Hem, mais je vois pas tellement d'autres, influences. Enfin, même si je t'ai dit, mon père voyageait beaucoup, donc ça évidemment, ça m'a sans doute donné envie de découvrir le monde. Il revenait souvent de ses différents voyages, il partait en Asie du Sud-Est pendant 2 semaines, 3 semaines, et il revenait avec des choses qui étaient intrigantes et qui étaient cool, donc je pense que ça a clairement joué. Après, il y avait rien dans ma jeunesse qui était lié plutôt à un engagement, social ou sociétal. On n'a pas vraiment, participé à des associations. La seule chose que je vois, c'est que, via le sport, j'ai, j'ai fait beaucoup de foot pendant 8 ans. Après j'ai fait, de la natation, du tennis, j'ai fait du rugby. Donc j'ai même fait un art martial, j'ai fait du Viet Vo Dao. Ça m'a, permis de rencontrer des gens très, très différents. Et je pense que ça a créé une ouverture, ça c'est une certitude, le sport. Et c'est aujourd'hui encore, je trouve, l'une des manières les plus faciles de réunir des gens qui viennent d'univers sociaux et culturels différents. Et on l'a beaucoup utilisé, chez Singa au fil des années, pour créer justement une relation pair à pair, plutôt qu'une relation, dominé-dominant, et je pense que le sport est vraiment intéressant pour ça. Et au niveau de tes études, donc, tu t'es orienté, comme tu as dit, sur, les relations internationales et tu avais un souhait, il me semble, c'était de devenir, diplomate, au départ? Ouais, je pense que c'est un peu le rêve. Il y avait, soit architecte, soit diplomate, et puis, tu commences à te rêver en ambassadeur, à regarder un petit peu les ambassades qui existent. Tu vois que celle de Rome, elle est quand même sacrément sympa, et puis tu te vois bien avec des petits cocktails.
Après, en fait, je me suis rendu compte au fil des années aussi d'études que finalement, c'était peut-être un métier qui m'intéressait un peu moins que je ne croyais. C'est-à-dire que je pensais vraiment qu'on travaillait sur en tant que diplomate, qu'on travaillait aussi sur, les sujets les plus essentiels, la guerre et la paix, qu'on était, au quotidien sur la brèche pour, résoudre des conflits. Et moi, j'avais aussi envie d'avoir, du challenge en fait, j'avais envie de relever des défis et d'être sur des sujets, bah, difficiles en fait, parce que sinon, on s'ennuie. Et donc, j'ai, vite fait parce qu'en fait, on avait aussi pendant mes études on a on a fait beaucoup de travail, justement, on faisait des simulations de diplomatie, et donc j'avais été aux Nations Unies, pour représenter un État à l'Assemblée générale des Nations Unies et j'avais, vu quel était le travail au quotidien. Et en fait, c'était beaucoup de paperasse, beaucoup de négo dans les couloirs, et ça m'avait un peu refroidi honnêtement. Parce que moi, j'avais besoin d'être un peu plus proche, des gens et surtout, je pense que j'avais besoin d'être un peu plus, créatif et inventer des solutions. Et donc du coup, c'est ça aussi qui m'a poussé vers l'entrepreneuriat. Et pendant mes études, j'ai fait aussi des stages chaque année, donc j'ai aussi découvert, l'univers de l'entreprise. Donc j'ai travaillé au Japon, dans une société qui vendait du chocolat partout au Japon. J'ai, travaillé dans les normes ISO, tout ce qui est normes de management de la qualité et cetera. J'ai travaillé donc ça, c'était en France. J'ai travaillé aussi dans un média de presse people. Donc ça, c'était hyper intéressant. Au départ, franchement, j'avais pas réussi à trouver un stage, donc je me suis rabattu sur ce truc. Mais en fin de compte, j'avais trouvé ça pas mal parce qu'en fait, j'avais découvert l'univers de la tech qui était en train de challenger, en fait, toute la partie magazine papier et donc on en était à coder nos articles, médias. Mais donc c'était hyper intéressant parce que tu découvrais, toutes les balises que tu devais mettre pour créer en fait un site internet et même poser des articles en fait. Et j'avais découvert au fil cet univers de médias en ligne qui voulait un peu, révolutionner les médias, classiques et donc ça m'avait beaucoup inspiré. J'avais aussi vu où étaient les centres d'attention du grand public. Tu faisais un article sur, Brad Pitt et Angelina Jolie, tu avais, 30 000 vues. Tu faisais la biographie, Obama, tu avais, 500 vues, quoi. Et donc là, tu te dis: «Ah OK, si je veux capter l'attention des gens, faut que je comprenne où est-ce qu'elle est». Et voilà et donc bon bref, toutes ces expériences-là m'ont amené quand même à me dire que, il me manquait un peu un truc et je pense que c'était avoir du sens dans ce que je faisais, avoir un sentiment d'utilité. Et du coup, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis dit: je veux partir le plus loin possible, découvrir, autre chose et donc je suis parti en Australie et j'ai travaillé chez Amnesty International pendant 1 an. Et là, en fait, j'ai été, bah, confronté à quelque chose à la réalité de ce que vivaient les personnes réfugiées, puisque moi, j'étais dans une équipe d'assistance juridique qui accompagnait des personnes qui avaient, vécu en fait, des persécutions, qui fuyaient des conflits. Et donc, c'était un peu ce que j'avais appris dans mes études, hein. On avait fait du droit international et cetera, mais en fait, ça n'a entre genre, en théorie, tu apprends la convention de Genève et tu as en face de toi quelqu'un qui t'explique que, en fait, elle a failli se faire tuer ou emprisonner, simplement parce que, elle avait des opinions politiques ou une orientation sexuelle qui plaisait pas localement. Là, tu commences à comprendre, heu, bah, la réalité de notre monde et aussi les dangers, en fait, auxquels sont exposés un certain nombre de personnes. Et voilà et j'ai pris la tête de cette équipe assez rapidement, en fait, chez Amnesty en Australie. Je me suis retrouvé à 22 ans avec, 30 personnes sous ma responsabilité, un job qui était passionnant, mais aussi un truc qui m'a frustré tout de suite, c'est j'ai 30 personnes très intelligentes qui viennent des plus grandes universités du monde sous ma responsabilité. Ils accompagnent 300 personnes par an et on sait à peu près qu'on en aide 10. Et je trouvais ça dingue en fait,
c'est vraiment tu es Don Quichotte, quoi. C'est les moulins à vent, tu as des gens hyper brillants, mais ils servent à rien, quoi. Et donc du coup, j'avais écrit toute une lettre au, directeur général de Amnesty qui est une grande ONG quand même, qui est partout dans le monde et le mec était à Londres, en lui disant: «Ouais, il faut qu'on réinvente, Amnesty International il faut qu'on change complètement le regard qui est posé sur les migrations et sur les réfugiés et j'ai une idée, heu, je vous la propose». Le mec m'a jamais répondu, mais cette lettre, c'est devenu un peu mon manuscrit pour créer ma propre ONG et donc quand je suis rentré en France, bah, c'était parti. On s'est retrouvé avec un copain qui avait, la même vision que moi et on s'est dit: «On se lance, on crée Singa», qui était une ONG qui avait vocation à d'abord changer les perceptions qu'on a, en fait, des migrations et des réfugiés en particulier, en voyant déjà toutes les personnes qui arrivent et qui sont des créateurs, des artistes, alors il y avait des athlètes aussi, de haut niveau dans l'eau, il y avait les entrepreneurs et en fait, on voulait mettre sur la place publique toutes ces histoires pour que ce qu'on appelle le répertoire public, donc c'est-à-dire les images qu'on se fait des réfugiés et les mots qui nous viennent immédiatement à l'esprit quand on pense réfugiés, évolue. Ça ne veut pas dire que, on va enlever les mots, guerre, misère ou persécution et cetera, qui sont une réalité que des gens peuvent vivre, mais on va rajouter, bah, entrepreneuriat, sport, éducation. On va rajouter des mots qui sont aussi leur réalité et voilà et qui permettent de mieux agir et surtout qui permettent de plus facilement mobiliser les citoyens autour de nous. Et donc voilà, c'était le début et puis, bah, après là, c'était parti quoi. Aventure entrepreneuriale. Et donc qu'est-ce que Singa, justement, aujourd'hui? Parce que tu as créé assez jeune au final, tu avais quel âge? J'avais 23 ans. Du Ouais, coup, OK. ouais, Tu as démarré l'entrepreneuriat assez jeune? bah, en fait, quasiment, ouais, c'est ça. J'ai eu ma première expérience professionnelle, en Australie et puis j'ai démarré. Alors après, j'ai toujours été un peu un entrepreneur dans l'âme parce qu'à 19 ans, j'ai déposé ma première marque, avec un copain, pour lancer un magazine sur, le sport et l'écologie. Ça s'appelait Potland. On voulait justement faire un magazine en ligne, sur les sujets de transition écologique. Mais en fait, j'ai relu ça il y a pas longtemps et je me disais: «Mais c'est marrant, je sais pas d'où ça me sort, qu'à 19 ans, je voulais déjà bosser sur ces sujets-là». Mais en tout cas, on avait fait ça. J'ai écrit des romans. Donc à l'âge de 22 ans aussi, j'avais sorti 2 romans qui étaient un peu ma digestion de ce que j'ai fait au Japon et de ce que j'ai vécu aussi en Australie. Et donc à 23 ans, je démarrais cette ONG et je créais aussi une entreprise parce que moi, quand je suis rentré d'Australie, j'avais eu un super job avec des grosses responsabilités et en France, tous les jobs qui correspondaient à ça, il fallait 7 ans d'expérience professionnelle. Mais moi, j'en avais qu'une, donc je pouvais pas inventer 6 ans, d'expérience et en même temps, j'estimais que, j'allais pas me, entre guillemets, «rabaisser» à devoir chercher un job, qui correspondait à ce qui disait 1 an d'expérience, comme si j'avais pas eu une grosse expérience, en fait. Et j'avais cette confiance en moi que franchement, ce que j'avais vécu, il y avait très peu de gens qui étaient capables de le faire puisque, bah, la fille qui était en charge de l'équipe, au moment où moi j'ai repris son job, elle avait, 45 ans, elle était doctorante, elle avait une grosse expérience professionnelle et elle avait dit: «Le job est trop difficile» et moi je l'avais fait le job Hem, donc je me suis dit: «Bah, si personne veut de moi, en fait, aussi, dans les entreprises qui existent, bah, je vais créer la mienne et puis je vais créer Tu as aussi créé une ta autre». place. Exactement et alors bon, c'est ce que j'appelle une économie sociale et suicidaire, hein, parce que ton plan, ton business plan n'est pas très, très abouti. Mes parents, à ce moment-là, ça c'est était quand même un peu mon père en particulier était, il était un peu fatigué par mes plans, on a eu une période de 6 mois un peu, voilà, tendue, mais en fait, j'ai finalement réussi rapidement à retomber sur mes pattes parce que, au bout de 6 mois, mon entreprise, elle tournait. J'avais, lancé une activité de conseil et donc j'avais un client qui était, l'IFRI, Institut français des relations internationales,
pour qui j'ai bossé 3 ans et ça m'a permis quand même de payer le loyer, permis de payer tout ce qu'il faut, et puis surtout ça a permis d'investir chez Singa parce qu'on avait 0 € au démarrage et que en fait, j'ai mis quasiment la moitié de mes salaires pendant 3 ans dans le démarrage de l'ONG. Singa, aujourd'hui, c'est une ONG internationale, qui travaille sur l'inclusion des ce qu'on appelle les nouveaux arrivants, donc c'est les réfugiés et les migrants dans les sociétés européennes. Elle le fait via l'entrepreneuriat, donc elle gère le plus gros réseau d'incubateurs et d'accélérateurs de start-up créés par des entrepreneurs en exil ou des entrepreneurs, européens qui font de l'inclusion. Donc on a 500, entrepreneurs par an qui passent par les incubateurs, il y en a plusieurs milliers qui sont sensibilisés aussi à l'entrepreneuriat, chaque année. C'est, 400 entreprises qui ont été créées là depuis le démarrage, 60 d'entre elles créent de l'emploi après 6 mois d'existence. Donc c'est des entreprises aussi qui tiennent, sur le long terme. Au bout de 3 ans, tu en as 60 qui sont toujours en activité. Elles créent 3 emplois en moyenne par entreprise. Donc en fait, on a prouvé qu'il y avait des entrepreneurs en exil qui étaient très créatifs, qui étaient innovants, qui étaient créateurs d'emplois et puis créateurs de valeur tout simplement dans nos sociétés. On a aussi donné une plateforme pour tous les Européens qui voulaient apporter leur pierre à l'édifice, on va dire de l'échange culturel, de la rencontre, entre les populations qui arrivent et celles qui sont là. À côté de ça, Singa a un grand métier qui est de créer la rencontre, de mettre en relation ces populations. Donc d'abord Singa gère des lieux, des espaces de coworking, des espaces culturels comme la Gaieté Lyrique à Paris qui est un grand espace de concerts, de conférences. Ça fait 9 000 m², donc c'est en plein centre de Paris, pas loin de Châtelet, c'est assez immense. Et ça permet aussi en fait, de créer des nouveaux récits. Donc c'est là-bas qu'on organise, par exemple, des événements comme le Newcomer Comedy Club. Donc on a des humoristes étrangers qui montent sur scène et qui racontent, des conneries, à propos de la France et de voilà, leur perception quand ils ont débarqué. On a des concerts de musique avec, des gens qui viennent du monde entier. On a, des conférences aussi. On met sur scène un peu des conférences TED, mais à notre sauce, qu'on appelle Inspire. Ça va te Joli nom. parler? Et donc on fait ça depuis des années et ça permet aussi petit à petit, voilà, de nourrir, les représentations et surtout petit à petit de rentrer dans l'espace public. Parce que tout ce qu'on a fait, toutes ces activités, et je t'ai pas parlé de la plateforme J'accueille qu'on a lancée qui permet à des particuliers de loger des personnes réfugiées chez elles et qui ont permis de loger des milliers de familles et de personnes réfugiées chez des particuliers. Ça a donné lieu à des livres qui sont parfois des essais, qui sont parfois des romans, qui ont été publiés, chez Flammarion, et ça a donné lieu à des films, y compris au cinéma comme Ma France à moi, qui est un film avec Fanny Ardant qui est sorti, en fin d'année dernière. Et donc tout ça, c'est aussi important parce que petit à petit, si, tout ce on vit à travers Singa, ça devient des séries télévisées, ça devient des films, ça devient des livres et bah, petit à petit, ça devient aussi les représentations, qu'on s'en fait. Et donc l'ONG, elle est présente dans 7 pays, il y a 120 salariés, aujourd'hui. Voilà, c'est une organisation qui a été reconnue par, les Nations unies, par, comment dire? Des grandes, entreprises comme, Microsoft, Forbes, et cetera et qui est clairement un des leaders aujourd'hui sur, je dirais, l'innovation dans le secteur des migrations et de l'inclusion. C'est intéressant parce que tu te sers de l'entrepreneuriat à la base, mais tu t'es aussi appuyé sur le côté, culturel, pour démocratiser tout ça. Je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec ton enfance, là encore. Ouais, ouais, c'est sûr. Non, mais clairement, il y a évidemment, hein, on est nourri de ce qu'on a vécu, plus jeune, c'est Bien une sûr. certitude et aussi le design. Tu sais, je te disais, j'aimais beaucoup dessiner et en fait, je pense que le dessin a eu un rôle très important dans la trajectoire de Singa. Parce que je pense que dessiner, c'est aussi avoir une vision et donc dessiner, c'est aussi imaginer,
potentiellement, le monde différemment ou que c'est tracer des liens entre des choses, qu'on n'avait pas forcément en tête et donc c'est vrai que quand on a démarré, Singa avec, Nathanaël Moll et puis Alice Barbe qui nous a rejoints, assez rapidement, en fait, on a été les premiers à dire: «Nous, on voit un lien entre l'entrepreneuriat et les réfugiés». Mais quand on a commencé à raconter ça dans notre secteur, mais tout le monde nous a dit: «Mais, enfin non, les entreprises, en fait, elles sont là que pour exploiter, et cetera, et puis de toute façon les gens, ils sont pas capables de créer une entreprise, ils sont tellement dans la merde, ils enfin, il faut d'abord leur trouver un petit job, dans un supermarché». Donc on est très dans une logique de placer les gens dans des trucs qui existent déjà et donc nous de dire: «Non, non, non, nous on pense que certaines de ces personnes sont capables de carrément réinventer en fait, des secteurs, de créer des besoins latents, d'identifier des choses qui manquent sur notre territoire». Mais c'était incroyable en fait, quand on racontait ça. Aujourd'hui, c'est plutôt installé franchement, dans 15 ans plus tard. Hem Et ça a été la même chose avec la tech. Je me souviens que quand nous, on est arrivés, on a dit: «En fait, on aimerait réinventer le parcours utilisateur des réfugiés» et je sais pas si tu es enfin, familier avec des termes comme ça, parcours utilisateur et tout ça, mais c'est quand tu fais du design ou quand tu es dans la tech, en fait, tu réfléchis d'abord à: «C'est quoi le parcours sur mon site internet, sur mon application mobile de mon utilisateur?» Et en fait, nous, on faisait ça avec les personnes réfugiées, on voyait le parcours qui était le leur pour trouver de l'information à travers, mais un chaos littéralement d'informations, au niveau administratif, associatif. C'est impossible de comprendre ce qui se passe. En particulier si tu débarques et que tu parles pas la langue locale. C'est une Alors barrière énorme. je te parle même pas des, comment dire? Des sites internet parce qu'à l'époque, c'était des sites internet, qui ne s'adressaient jamais à eux. C'est-à-dire que les personnes réfugiées, elles arrivaient, il y avait des sites internet qui étaient censés être pour eux, mais qui en fait s'adressaient à des associations, à des avocats et s'adressaient à des gens qui avaient au moins un master ou un doctorat, sur le sujet parce que sinon tu captais rien franchement et hem et donc du coup, nous, on est arrivés, on a dit: «Mais attendez, il faut qu'on réinvente complètement ça. Si, vous fuyez un conflit, vous êtes obligés d'arriver en France, il faut qu'il y ait quelque part, en fait, quelque chose qui s'adresse à vous, potentiellement dans votre langue». Parce que oui, vous n'allez pas apprendre le français en 3 jours, en fait, si, vous avez fui la Syrie, si vous avez fui l'Ukraine. Bah, il faudrait qu'il y ait quand même quelque chose qui soit dans votre langue et qui vous permette de comprendre qu'il faut que vous alliez d'abord vous inscrire à la préfecture, puis que vous alliez à l'OFPRA, puis que vous alliez je sais pas où et c'est aussi pour ça qu'on s'est appelé Singa. C'est parce qu'on s'est rendu compte que la plupart de ces organisations avaient utilisé des termes qui étaient imprononçables pour la plupart des étrangers. C'est-à-dire qu'ils avaient créé des entreprises mais qui sont pour quelqu'un qui parle que arabe, qui parle que swahili ou lingala, impossible à prononcer. Donc Prononcé. si tu arrives même pas à te rappeler le nom de l'organisation où tu es censé aller, c'est compliqué. Et donc voilà, nous on a voulu aussi un peu réinventer tout ça et donc c'est là que moi je tisse aussi des liens avec, toute la partie dessin et je pense que, d'être un bon dessinateur m'a beaucoup aidé à d'abord imaginer où est-ce que nous on voudrait emmener l'organisation mais aussi à retracer tous les parcours utilisateurs qu'on voulait pour les personnes au sein de l'ONG Singa. Comme tu l'as dit, ça a pas dû être un chemin, fleuve. Là, tu le rencontres, sur Oui, oui, je 15 te la ans, fais su courte. su sur 15 ans, ouais, tu as fait court. J'imagine que tu as eu pas mal, d'embûches aussi, au départ pour changer et casser les codes, parce que mine de rien, ton engagement touche, à un sujet, qui est sensible. Hem, Ouais et puis, comment mmh, ouais, pardon, c'est ma question, mmh. c'était aussi comment tu arrives à gérer, toi, les critiques, les peurs qu'il peuvent y avoir? Parce qu'il y a souvent ce côté de peur, ou les malentendus, qui peuvent en ressurgir. Bah, je pense que déjà la première manière de faire, c'est comment dire? De t'entourer, en fait, de personnes qui sont concernées par, le problème que tu essaies de résoudre et donc à partir du moment où, moi, les réfugiés, c'est pas un concept abstrait,
C'est-à-dire, quand je dis, les réfugiés ou les Français, concernés par ce sujet, en fait, j'ai rencontré ces dernières années des milliers de personnes, qui aujourd'hui ont un prénom, un nom, une trajectoire singulière. Donc j'ai aussi identifié que 2 personnes qui viennent de Syrie, heu, ont, quasiment de la même ville, vont avoir des visions du monde complètement différentes. Il y en a un qui vote à droite, l'autre à gauche. Il y en a un qui, comment dire, est fou de la tech, l'autre qui dit: «La tech, c'est pour les abrutis». En fait, j'ai compris la nuance et la diversité qu'il y a aussi dans ces populations et donc quand moi j'entends parler des réfugiés, en fait, j'ai tout de suite des personnes réelles aussi, dans mon entourage, qui correspondent à ça et donc je, mmh, je vais pas, forcément être affecté par, des des gens qui vont me dire: «Les réfugiés, ils sont comme ci», parce qu'en fait, bah, dans ma réalité, j'ai aussi un aperçu que c'est faux et puis j'ai aussi, toute la recherche que j'ai pu faire, les statistiques qu'on a pu produire aussi chez Singa pour m'assurer que cette perception que j'ai pu avoir sur le terrain est bien réelle d'un point de vue, scientifique. Hem, les critiques, je sais pas si on a eu, en fait, des critiques, on en a eu en permanence à tous les niveaux. On a eu la critique sur: «Votre modèle économique ne tient pas la route». On a eu les critiques classiques sur les associations, de toute façon, elles sont biberonnées aux subventions et les entreprises, elles font vraiment, des trucs qui sont difficiles. C'était amusant parce que nous, on n'avait pas un seul soutien, public, donc on faisait, tout avec, des partenariats. On était sur un secteur qui est ultra concurrentiel, dans lesquels en réalité, il y a des marchés parce qu'en fait, il y a des il y a quelques fondations et il y a, 200 associations qui se battent, pour aller chercher, ces moyens-là. Nous, on a inventé des nouvelles manières de faire, enfin de capter aussi des moyens financiers dans ce secteur. On a créé des activités de conseil, donc on a eu un secteur commercial avec, de la formation, du conseil. On a commencé à gérer des espaces des lieux, des espaces de coworking, culturels. Donc on a créé des SAS. On a accompagné des boîtes qui elles-mêmes créaient de la valeur. Donc, j'estime, que, on a, systématiquement apporté la preuve que les critiques qu'on recevait étaient, étaient pas appropriées. Mais malgré ça, en fait, même je fais le constat 15 ans plus tard, le débat public actuel, il a quasiment pas évolué. Ce que je prenais au début comme exemple qui était, la page Google quand tu tapais «migrants», je voulais enfin le rêve c'était qu'on fasse complètement évoluer les images qui apparaissent, dans cette page. Force est de constater que 15 ans plus tard, on n'a pas eu un impact, énorme. L'impact, il peut être que sur une génération et ça, je m'en suis rendu compte maintenant. Je pensais qu'en 10 ans, on aurait vraiment fait évoluer les choses, mais en fait, ça prend beaucoup plus de temps parce que il faut que tout ce que tu as créé, ça arrive, hem, à une échelle, plus importante. Donc ça veut dire que les personnes qui sont passées éventuellement par la communauté Singa deviennent des femmes et des hommes politiques, à l'échelle locale, à l'échelle nationale, qui pèsent dans le débat public. Il faut que, les entrepreneurs que tu as accompagnés deviennent, successful, donc et qu'ils aient vraiment les moyens aussi de prouver parce que même quand ils font 1,5 million, je sais pas, 5 millions de chiffre d'affaires, qui font une levée de fonds et cetera, c'est pas encore reconnu comme, si impressionnant que ça et puis on te dira toujours: «Oui, mais ce mec-là, c'est une exception» et cetera. Donc il faut que tu arrives à en prouver qu'il y en a pas, 5 mais qu'il y en a, 500 et donc tout ça prend du temps. Donc moi, je suis jamais très, alors je pense que je suis assez à l'écoute, par exemple, des personnes autour de moi, mais je suis pas très réceptif des critiques. C'est-à-dire que j'en ai un peu rien à carrer de ce que les gens pensent et donc ça m'a toujours aussi amené à avancer, en fait et je me concentre sur ce que je peux maîtriser. C'est-à-dire je maîtrise pas le débat public, mais par contre je maîtrise comment j'accompagne, 500 entrepreneurs par an.
et cetera. Donc voilà, je sais pas quoi te répondre, mais oui, oui, on a eu des critiques, on a même eu des menaces de mort, hein. Je veux dire, on a eu une période où, on a reçu des centaines de menaces de mort avec, des emails, tous les jours comme quoi on était sur une liste noire, et que le jour où, je sais pas qui prendra le pouvoir, on serait les premiers à se faire, couper la tête et cetera. Donc j'ai eu des gens qui m'ont envoyé, sur nos vidéos YouTube, en long, en large, comment ils allaient, m'ouvrir le ventre, faire griller mes tu sais, c'est très précis. Il faut griller tes organes sur un barbecue et je sais pas quoi. Tu te dis: «Mais qui Ils ont sont le temps ces de gens?» réfléchir. Ouais, c'est clair. Et puis, voilà, donc en fait, j'en rigole aujourd'hui, mais on a dû porter, des mains courantes. On a dû en plus, bon, c'était avec les réseaux sociaux, tout était anonyme, tu savais pas qui était derrière. Alice, elle a carrément été jusqu'à faire un procès, hein. Elle avait plus de 350, menaces de viol, menaces de mort et cetera. Donc il y a eu 5 personnes qui ont été condamnées au final, en procès. Mais donc ouais, ça peut aller très, très loin. Donc on a dû affronter ça. On a dû se prendre, toutes ces choses-là dans la tête. Après, j'ai l'impression que, à partir du moment que ce que tu fais a du sens, tu vois en fait, l'impact positif et donc on s'est jamais, ça nous a jamais spécialement arrêtés, quoi. Alors j'ai plein de questions, Mmh. parce que je vais pas vouloir Ouais, ouais. t'arrêter. Mais il y en a une notamment à laquelle je pense, parce que tu as dit, tu es entrepreneur, tu as parlé de modèle économique. Ouais. Quel est le modèle économique aujourd'hui de Singa? Comment ça fonctionne? Parce que comme tu l'as dit, c'est 120 salariés, donc ça Mmh. commence à faire, un certain volume à sortir, tous les mois. Ouais. Comment ça fonctionne et quel est le modèle économique? Si tu peux tout nous expliquer un peu? Ouais, alors en fait, donc Singa, c'est une organisation internationale, donc tu as une holding un peu qui est une association de loi 1901 qui est en France, qui, va avoir à peu près 3 millions d'euros de budget en gros et qui, heu, va, gérer, la marque, la communication du groupe, toutes les méthodes aussi qu'on crée, qu'on invente pour, accompagner les entrepreneurs, pour créer de la rencontre, interculturelle. Tout ça, c'est inventé, géré, au niveau de l'association. Donc ça n'appartient à personne, c'est pas une entreprise avec, des gens qui détiennent des parts, du capital. C'est vraiment u une ONG, donc ça appartient à ses membres. Ces membres, ce sont des chapitres locaux, donc pour la plupart, c'est Singa, Berlin, Paris, Stuttgart, Genève, Zurich et cetera. C'est des chapitres locaux qui sont partout en Europe. Il y en a, 15 ou 16, je sais plus. Je crois qu'il y en a un nouveau qui se crée à Mayotte, en début d'année, donc à peu près. Donc c'est un OK. sacré bazar, honnêtement. Ce sont également des associations de loi 1901 ou des entreprises sociales. Par exemple, en Allemagne, c'est un autre modèle qui sont, également pour la plupart donc toutes ces organisations-là, c'est des organisations qui ont des modèles économiques d'associations. Donc la majorité de leurs revenus viennent, je dirais à 80 de partenariats avec des entreprises ou, des fondations et donc soit elles répondent à des appels à projets publics de ces organisations et donc elles sont en compétition contre plein d'autres associations, elles remportent, ces compétitions. Soit elles, inventent avec une entreprise un projet et du coup elles peuvent, voilà créer, un événement en particulier. Par exemple, un événement Inspire. On a pu en faire avec, différentes grandes banques, assureurs et cetera, localement et ça on fait. Après, il y a de plus en plus et c'est un peu nouveau pour nous, mais depuis je dirais 2-3 ans, on a le secteur public aussi à une échelle locale. Donc on travaille avec des mairies, on travaille avec des régions et on travaille avec, l'État ou l'Europe sur des programmes. Pareil, là souvent c'est des appels à projets publics. Au même titre que Vinci répondrait à un appel à projet public pour, créer une autoroute, bah, là, en gros, c'est des appels à projets publics assez larges sur, l'intégration des réfugiés par l'emploi, l'intégration des réfugiés par, l'éducation et cetera. Et donc on va répondre à ces appels. Hem,
Ça, c'est le modèle un peu, de base, mais Singa a créé à côté des activités commerciales et donc du coup, on a sorti, les activités de conseil. Donc, pour ça, on a aussi créé des sociétés spécifiques, et donc là, on va, faire des missions soit de la formation interculturelle, soit des missions d'audit, sur l'inclusion, dans des grands groupes ou des PME et on va les accompagner sur toutes leurs activités, d'inclusion et d'interculturel. Parfois, c'est très important pour certaines entreprises parce qu'elles ont des gens qui viennent du monde entier et parfois elles ont des enjeux à faire travailler certaines, nationalités les unes avec les autres. Elles ont des enjeux à bien comprendre les situations aussi précaires que peuvent vivre, les personnes qui travaillent avec elles. Comprendre pourquoi il y a tant d'absentéisme ou de turnover qui s'explique parfois par le fait que quand, un conflit reprend, par exemple en Afghanistan, bah, les personnes afghanes que tu travailles dans ton entreprise, bah, elles sont toutes touchées par le conflit et donc, évidemment en termes de focus, mental sur la période, sachant qu'elles ont de la famille potentiellement qui est là-bas, et bah, il va falloir, aménager en fait et il faut que tout le monde dans l'entreprise comprenne parce que, sinon, ça va créer des tensions et cetera. Et l'autre partie, c'est ce que je te disais plutôt sur la gestion, de lieux et donc par exemple pour la Gaieté Lyrique, on a créé une société, une SASU, dans laquelle Singal l'ONG est avec d'autres acteurs. Donc il y a Arte, qui est notre, partenaire sur ce projet, la télé Arte les télés. Il y a, Make Sense, qui est un réseau d'entrepreneurs sociaux et il y a Artifarty, qui est un gestionnaire d'espaces culturels. Et donc, voilà, on va avoir donc que la réponse à ta question, elle est pas si simple parce qu'en fait, le modèle économique, il est assez varié comme tu Ouais. complexe comme tu peux le Mmh. voir et surtout il est évolutif. Parce que, quand on a aussi créé, par exemple, un programme qui s'appelle J'accueille qui permet de loger des particuliers chez l'habitant et en fait, c'est devenu une spin-off et donc c'est sorti de Singa et ça devient aussi une organisation qui est sous licence et donc là, tu as aussi d'autres modèles un peu de licensing et cetera. Donc, moi, je vois pas Singa comme une en fait, je dis ONG parce que les gens comprennent facilement, mais j'ai pas créé une association de loi 1901 parce que, comment dire? Parce que j'y croyais ou pour des raisons d'engagement sociétal. En fait, j'ai créé une asso parce qu'à l'époque, il y a 15 ans, c'était la seule organisation que les autres allaient accepter dans l'écosystème pour faire la mission qui était la nôtre. Mmh. Mais pour moi, en fait, être une société, être une association, être une fondation, c'est simplement des outils juridiques et fiscaux pour atteindre la mission, de ton organisation. Bien Donc sûr. si dans 15 ans, Singa, c'est un groupe de, 25 sociétés et 25 associations, ça me dérange absolument pas parce que, notre objectif au final reste le même et c'est simplement qu'on se sert d'outils pour y arriver. Et justement par rapport à alors, par rapport à «J'accueille», pardon, Mmh. comme tu l'as dit, le but c'est d'accueillir des réfugiés en tant que particulier. J'imagine malheureusement que ça a dû avoir une, toute, autre résonance et tout autre écho, lors du début de la guerre en Ukraine où on a vu, ce mouvement se lancer. Est-ce que tu peux en parler toi de ton point de vue, comment tu as vécu, ces choses-là? Beh, écoute, en fait, J'accueille, c'est une invention, Singa pendant un hackathon qu'on a organisé donc en 2015. On réunit des développeurs, des designers avec, Make Sense Simplon et on fait émerger 8 solutions et celle qui remporte le hackathon, c'est, à l'époque, ça s'appelait Comme à la maison, Calme et c'est devenu J'accueille plus tard. On lance ça pendant l'été, très tranquillement en 2015 et on a quelques familles qui s'inscrivent, une vingtaine et vraiment nous, on était dans une phase de test. On voulait voir est-ce que ça a vraiment du sens de faire ça et on voulait aussi se positionner un peu différemment des autres acteurs. Il y en a beaucoup qui sont sur l'urgence, OK, il y a des gens dans la rue, il faut les loger pendant, un soir, pendant 15 jours quelque part et il faut, pallier au fait que, il y a pas assez de place, dans les centres d'hébergement actuellement et tout ça. Nous, on voulait inventer un peu un autre modèle, on voulait plutôt être sur une logique de long terme, donc de loger les gens au moins 3 mois
pour pouvoir, créer une vraie rencontre entre les Français et les personnes réfugiées et voir est-ce que ça génère pas de la valeur, qu'on peut pas du tout avoir dans un centre d'hébergement, quoi. Et donc c'est quand même une conception assez différente de la chose. Sauf que ça, c'est les plans en te disant: «Ouais, on va tester le modèle et puis après on va développer, on ira petit à petit dans plusieurs villes». En 2015, il y a la photo d'Alan Kurdi, qui est un enfant, syrien qui est mort sur une plage en Turquie, à Bodrum. Je sais pas si tu te rappelles Mmh. de cette photo, Ouais, mais vraiment elle a fait le tour du elle monde. a fait le tour du monde. Ouais Peut-être et ça avait été même élu photo de l'année, enfin, ah ouais, c'est ouais, sûr, ça ouais. là. Mmh. Ouais. Ouais, il y a des grandes chances et puis 2016 devient l'année où le mot réfugié, je crois, est, le mot le plus prononcé dans les médias ou quelque chose comme ça. Mais donc l'année 2016, c'est vraiment une année d'accélération et de prise de conscience que en fait, il faut faire quelque chose et surtout les citoyens ont envie d'agir. Ça, c'est un peu une première. D'habitude, c'était structuré. Il y avait les associations où il y avait «l'État-providence» entre guillemets qui devait agir. Là, il y a chacun qui s'est dit: «Allez, nous, on peut faire quelque chose». Et J'accueil devient une solution qui est facile, en fait, d'accès. Donc on se prend 12 000 inscriptions à l'espace de 2 mois sur, notre plateforme et via nos sites internet. Donc là, on comprend pas trop ce qui se passe, si tu veux, parce que on n'est pas du tout prêt à gérer. Moi, j'avais mis un salarié à mi-temps sur le truc. C'est impossible de gérer 12 000 accueils avec une demi personne. Mais du coup, on voit que le cycle s'estompe parce qu'au fil des en fait, la crise fait que les gens s'inscrivent, mais après petit à petit, il y a de moins en moins de monde et puis, jusqu'en 2000, heu, alors il y a la guerre en Ukraine qui refait en fait qu'il y a un nombre d'inscrits énorme. Et il y a Kaboul aussi, l'été où l'armée s'est retirée de Kaboul, en Afghanistan. Là, tu as eu aussi eu une très forte visibilité médiatique et tu as aussi eu un très fort engouement citoyen. Et donc en fait, on se rend compte, nous, que souvent, c'est quand il y a, comme ça, dans l'œil des médias, un événement, que les gens s'inscrivent. Mais c'est très paradoxal parce qu'en réalité, nous, notre projet, il est sur du temps long. Et donc du coup, c'est voilà, c'est par émotion que les gens s'inscrivent, mais après on leur propose quelque chose qui est quand même assez engageant sur du temps long. Donc on est toujours en train d'essayer de trouver cet équilibre entre, avoir des gens qui s'inscrivent tout au long et pas seulement pendant les crises. Mais on est quand même obligé de constater que, bah, les crises, elles mobilisent parce qu'en fait, elles génèrent une émotion très forte chez les citoyens et donc c'est aussi là qu'il y a des inscriptions. Et justement, on parle souvent de migration, de réfugiés, comme d'une crise ou en temps de crise. Mmh. Hem, Toi, tu y vois un futur? Est-ce que tu peux nous expliquer ta vision, que tu as de ça? Bah, c'est en chinois, je crois, le mot crise, il veut aussi dire, opportunité. En fait, déjà pour moi, il y a dans nos sociétés et on parle pas de nouvelles personnes qui vont arriver, mais il y a aujourd'hui dans nos sociétés de très nombreuses personnes qui sont réfugiées ou immigrées. C'est une réalité, en fait, on peut pas la faire disparaître, d'un claquement de doigts. Et rien que sur ce sujet-là, il y a énormément de choses à faire. On manque d'abord cruellement d'espaces dans lesquels on se rencontre et on se rencontre dans des bonnes conditions. Parce qu'en fait, si à chaque fois qu'on se croise, c'est, chez France Travail ou à la CAF ou, comment dire? Dans des situations de grosses tensions, c'est-à-dire que les gens viennent dans des associations où ils sont en grande, situation de vulnérabilité et la seule question qu'on leur pose, c'est: «De quoi avez-vous besoin?» Plutôt que: «Quels sont vos projets?» On verra toujours les gens comme, des problèmes à gérer. Et donc, je pense qu'il est grand temps qu'on invente des espaces dans lesquels d'abord on peut se rencontrer en pair à pair et se rendre compte que les gens qui arrivent ont aussi des choses à apporter localement et que c'est pas seulement aux Français d'être accueillants et de tendre la main et cetera. En fait, ça peut aussi aller dans les 2 sens
quand moi j'ai immigré en Australie, je me suis jamais dit, «Il faut que les Australiens m'accueillent». Je me suis aussi dit que j'apportais des choses localement et sauf qu'aujourd'hui, les réfugiés, par exemple, ils ont aucun espace dans lesquels on peut vraiment leur permettre de montrer justement toute la connaissance, les compétences, qu'ils apportent. La et pas et enfin, c'est toute la partie aussi, création, hein. C'est, leur permettre aussi d'être créateurs, d'être contributeurs, leur permettre de travailler. Aujourd'hui, c'est la croix et la bannière pour des gens de travailler dans les entreprises, alors qu'on a 77 de nos PME qui disent qu'elles ont du mal à embaucher. Donc il y a aussi un grand paradoxe, dans à ça et surtout, on est dans un système où pendant plus de 2 ans, les gens sont perdus dans des loupeaux administratifs, ils perdent toute confiance en eux. Ils ne font rien pendant cette période-là, donc ils apprennent pas plus la langue, enfin ils peuvent rien faire et donc 2 ans plus tard, on leur dit: «Putain, les mecs, ils sont pas prêts pour le monde du travail». Bah, ouais, mais en même temps, qui, en étant pendant 2 ans avec un énorme sentiment d'inutilité dans une société, va être au taquet pour travailler dans une entreprise, au moment où on lui file un papier, quoi? C'est, en fait, on crée un système qui est absurde donc moi, déjà, je pense que là, si tu veux, il y a des choses toutes simples à faire, permettre aux gens de travailler, dès les premiers jours plutôt que d'attendre, 2 ans et demi, pour qu'ils le fassent. Je crois pas du tout à la concurrence, locale, c'est-à-dire que parce qu'ils vont être dans des jobs, qui sont pas pris, localement et puis, en fait, toutes les études prouvent que quand il y a, des immigrés qui prennent des jobs qui aujourd'hui sont pas pris, ça permet aux personnes locales de prendre des jobs qui sont un cran au-dessus. Donc en fait, ça a plutôt tendance à élever l'ensemble, de la société. Ça crée des nouveaux consommateurs, ça génère donc, des impôts, de l'activité, de la consommation dans la société, donc ça c'est plutôt positif, bien au contraire et surtout ça permet d'intégrer les gens, donc plutôt qu'ils soient à la marge des sociétés, en fait, ils sont dans des entreprises, ils croisent, des Français, ils participent, ils apprennent le français, plutôt que d'aller dans des groupes d'apprentissage du français où il y a 25 personnes de 25 nationalités et où les gens savent pas pourquoi il faudrait qu'ils apprennent une langue qui ne leur sert à rien puisque ils ont pas de potes français et ils ont pas de perspective d'avenir. Donc déjà rien que ça, moi je vois des choses qui sont améliorables en fait, à cet endroit-là. Après, je prends en compte une réalité internationale, géopolitique, heu, géostratégique qui est que on est dans un monde où les changements climatiques vont continuer d'augmenter. On est dans un monde dans lequel, des conflits sont déjà en cours et en fait, il y a des grandes chances que sur toutes les ressources rares, que ce soit l'énergie, que ce soit l'eau, des conflits, internationaux se développent. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont se déplacer, hem, dans les zones qui vont devenir inhabitables à cause des changements climatiques. Donc c'est beaucoup le cas de personnes en Afrique. Ils vont pas se déplacer, ils vont pas venir, tout le monde va pas venir en Europe ou tout le monde va pas venir aux États-Unis. En fait, ça, c'est une vue de l'esprit. Les gens, ils se déplacent toujours à quelques kilomètres de chez eux, en fait, au plus proche où ils peuvent vivre. Mais évidemment, certaines personnes, celles qui auront les moyens, celles qui auront les contacts et les moyens financiers, vont essayer de venir, aussi à des endroits où elles espèrent qu'elles pourront avoir un bel avenir. Toutes ces personnes qui ont des moyens, elles sont, ou qui vont prendre des risques aussi, hein, parce qu'il y a des gens, qui vont essayer de traverser la Méditerranée ou qui vont essayer de travailler certains déserts. Toutes ces personnes-là, elles vont arriver et pas les mains vides, en fait. Elles vont arriver aussi avec, toute l'expérience de vie qui est la leur, toute la jeunesse, parce que ce qu'on oublie aussi beaucoup parmi les migrants, c'est qu'il y a 30 de gens qui ont moins de 18 ans. Donc il y a énormément d'enfants, il y a énormément de jeunes et donc il y a aussi un grand rôle éducatif à avoir pour nos sociétés quand, tous ces enfants arrivent. Hem et donc moi je vois, que les enfants, en fait, c'est forcément des forces, pour nos sociétés, c'est forcément des grands contributeurs de l'avenir. Hem, on peut être que chanceux d'avoir plein d'enfants, en fait, qui vont participer à nos sociétés, parce qu'ils sont un peu moins biaisés que nous.
Et puis, je pense que les autres, ceux qui sont actifs, ceux qui vont pouvoir participer, dont 50 sont des femmes aussi, je le répète parce qu'on l'oublie aussi un petit peu, on a l'impression qu'il y a que des hommes migrants, mais en fait, 50 d'entre elles, et d'entre eux sont des femmes. Hem et bah et vont aussi, participer parfois là où on a des gros besoins, donc sur tous les métiers en tension. On voit que les migrants, ils sont très présents. Ils sont présents pour l'aide à domicile, ils sont présents, donc ils s'occupent de nos vieux, ils s'occupent de nos, personnes qui sortent de l'hôpital, ils s'occupent de nos personnes, âgées, de nos personnes, qui ont un handicap. Donc ils ont un rôle vraiment structurel et fondamental dans les sociétés. Hem, Ils sont aussi parfois très présents sur les métiers en tension, très techniques, comme, la data analyse, comme la tech. Donc on voit énormément d'ingénieurs, syriens, iraniens, ukrainiens qui sont, des stars en développement et qui, en fait, peuvent aussi contribuer à l'économie, aux entreprises, à l'innovation de demain. Et toutes les sociétés qui sont, les États, les nations qui sont les plus innovantes, généralement, elles ont un grand nombre de personnes qui viennent de l'étranger. Parce que le voyage est aussi créateur d'idées, d'innovation. Donc voilà, moi si tu veux, je perçois ça, je perçois qu'on a une problématique qui est la réalité, en fait, j'essaie d'être pragmatique. Il y a déjà de la migration, il va y en avoir plus. Et la deuxième, bah, j'essaie d'être opportuniste dans le sens où quand on croise des gens qui viennent d'un nouvel univers, bah, il y a une opportunité de rencontre, il y a une opportunité, d'échange qui est intéressant. Après, je suis pas, naïf. En fait, je sais aussi que quand les gens sont très différents, ça crée de la tension et donc du coup, moi, j'essaye d'optimiser au maximum les espaces pour faire en sorte qu'il y ait le moins de tension possible. Et surtout de faire en sorte que, on évite d'avoir de l'isolement, on évite d'avoir du désespoir parce que ça, aussi créateur, là non plus seulement de tension, mais potentiellement, de comment dire? De choses qui peuvent être graves. Donc du coup, c'est aussi là que oui, il faut en fait être très efficace. On peut pas se permettre d'avoir des gens qui passent du temps avec des problèmes de santé mentale, et qui sont complètement lâchés dans la nature, en fait. Et ça, je le vois malheureusement, trop souvent. Et alors justement, toi qui es quelqu'un de pragmatique, Mmh. Ouais, sans partir dans des idées, enfin une vision idéologique, ouais, mais plutôt des questions de bon sens. Si ouais. tu avais la possibilité demain de mettre en place 3 mesures, telles que tu l'as expliqué, notamment avec les fameux 2 ans et demi pour attendre de travailler et le Mmh. transformer en une semaine, par exemple. Si tu avais, 3 idées, 3 actions comme ça que tu pourrais mettre en place, partout en Europe ou au Singa, parce que j'imagine que les problématiques malheureusement, sont souvent, proches. Qu'est-ce que tu mettrais en place? Bah, à l'échelle, publique, pour moi, il y a l'accès, en fait, au marché du travail dès les premiers jours, d'inscription en tant que demandeur d'asile ou sur n'importe quel autre visa, en fait, d'immigration pour faciliter l'accès au marché du travail. Donc ça facilitera la vie de nos entreprises, ça facilitera la vie, des personnes et puis surtout, ça créera toute la partie intégration sociale et culturelle beaucoup plus rapidement. Donc par exemple, tous les enjeux de logement qu'on a, qui sont aujourd'hui, ce qui coûte en effet des dizaines de milliards, parce qu'en fait les gens sont placés dans des systèmes d'assistance, où on les met, dans des centres d'hébergement ou dans des hôtels. Ça coûte mais une blinde en fait, de loger les gens quasiment tous les 15 jours dans un nouvel hôtel. Enfin, c'est d'une absurdité totale, surtout que c'est jamais quand tu es placé dans un hôtel que tu vas, comment dire? Réussir à rencontrer, des gens, trouver un boulot et cetera. Ça marche pas comme ça, en fait. Donc pour moi, l'accès à l'emploi, il est primordial, et donc ça, c'est vraiment une mesure politique. Ça nécessite de la volonté politique et c'est duplicable littéralement à partout, en Europe. OK. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin de financer l'innovation dans le secteur et donc c'est pour ça que moi je me suis, lancé il y a 3 ans dans la création d'un fonds d'investissement, à l'échelle européenne
sur les sujets, d'inclusion. Il y a partout en Europe des entreprises qui ont des modèles d'affaires, hein, des entreprises qui font 3 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sont en train de réinventer les parcours des nouveaux arrivants vers le système, éducatif, vers le logement, vers l'emploi, vers la santé, qui permettent à des docteurs de mieux parler avec leurs patients, qui permettent à des, personnes de se former aux métiers en tension dont on a besoin et cetera. Heu, il faut qu'on facilite le développement de ces solutions à l'échelle européenne. Aujourd'hui, elles sont souvent dans un seul marché. Elles sont qu'aux Pays-Bas, elles sont qu'en Allemagne. Donc moi, si j'avais, comment dire, là, les moyens, bah, je créerais clairement un fonds à impact, qui permet de financer 20, 30, 50 de ces solutions et les aider surtout à se déployer, sur le continent. Donc ça fait deux choses et puis, la troisième, e moi je crois beaucoup en fait aux échanges à l'échelle locale, et je crois qu'il nous manque des lieux et qu'il nous manque des événements, tout simplement, pour que les gens, s'enrichissent mutuellement et se fassent une idée un peu les uns des autres. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir en tête les réfugiés ou les Français, en fait, petit à petit, on puisse dire Hamza, Sriani, on puisse dire des noms de personnes qu'on a rencontrés. Et donc moi, je mettrais des moyens, un peu moins sur, heu, je dirais, la l'urgence et voilà, j'essaierai de faire basculer les budgets qu'on a aujourd'hui de l'urgence vers l'intégration. En fait, je crois beaucoup au fait on fait un peu l'erreur. On va me dire: «Tu veux mettre la charrue avant les bœufs», mais moi je crois que justement en fait, on a besoin, des bœufs pour pouvoir, justement avancer et ne pas être bloqué parce qu'aujourd'hui en fait les 2 sont pas reliés. Et donc les gens restent dans la charrue et ça n'avance pas. Ma métaphore est un peu moisie, mais tu vois Mais au l'image. moins on la comprend. Est-ce qu'il y a, enfin, c'est pas est-ce qu'il y a parce que j'imagine qu'il y en a eu des dizaines, voire des centaines, mais une rencontre, qui t'a marqué plus que d'autres? Plus qu'une autre, une rencontre, qui a été, difficile avec un parcours un peu chaotique, avec une fin heureuse, pour essayer, de parler du positif. Est-ce qu'il y a, voilà, une personne, un entrepreneur, Ben, quelqu'un que tu as rencontré et qui t'a marqué? oui, bah, alors, pareil comme tu dis, il y en a des centaines, après, si je dois, là en choisir un, je pense à lui parce que, bon, c'est c'est un entrepreneur qui est marquant, mais qui est aussi devenu un très bon ami. Il s'appelle Roux Savard. C'est, un entrepreneur qui aujourd'hui est à la tête d'une néobanque parce que, il a vu que c'était très difficile pour les immigrés aujourd'hui de juste créer un compte bancaire et donc il est en train de réinventer aussi, la banque et comment on peut, créer son compte, en réinventant aussi un peu le KYC, donc le Know Your Customer. Comment en fait on vérifie l'identité, d'une personne? Parce que c'est ça qui bloque un grand nombre d'organismes bancaires pour accueillir des personnes réfugiées et donc bah, du coup, lui, il a monté sa banque, ça s'appelle Wellcont et donc il travaille beaucoup avec des entreprises, des PME notamment qui embauchent des étrangers et qui parfois arrivent même pas à les payer parce qu'ils n'arrivent pas à créer leur compte bancaire et donc du coup, il accompagne toutes ces boîtes pour, justement gérer la partie, bancaire de tous leurs salariés. C'est smart, j'adore, mais surtout c'est un entrepreneur que j'ai vu galérer depuis plus de 10 ans. Il y a quand je l'ai rencontré, il lançait un média qui s'appelait Lettres Persanes, qui était, il avait un peu retourné le truc de Montesquieu, avec, une vision, heu, des Français sur, l'Iran et puis, après il a lancé un projet qui s'appelait Jaran Info qui était un langage, qui était de l'intelligence artificielle qui ressemble pas mal à ce que ChatGPT est aujourd'hui et une chose qui est hyper frustrant, bah, alors pour lui en premier lieu, mais également pour moi, c'est qu'en fait, heu, 4 ans avant qu'on parle de ChatGPT,
lui, il travaillait sur des LLM et on n'a jamais réussi à trouver un seul investisseur en France pour le suivre et ça me rend dingue et je sais que tous ces investisseurs, ils sont pas venus parce que le projet était mauvais. Ils sont pas venus parce que, il a une nationalité qui, en fait, rassurait pas ses investisseurs et le problème, c'est que, bah, à chaque fois qu'on a peur pour ces mauvaises raisons, parce que nous, on l'a fait la due diligence, on connaît très bien l'entrepreneur, on l'a accompagné pendant des mois. Hem, on a un super entrepreneur qui aujourd'hui il vient de lever 1,4 million là pour sa néobanque, qui fonctionne et qui tourne et si ça se trouve, il aurait pu inventer un LLM, français, il y a déjà plusieurs années et voilà et moi dans des entrepreneurs comme Roux, bah, j'en ai croisé, des centaines et j'espère juste que nos sociétés peuvent comment dire? Se préparer un tout petit peu plus à «s'enrichir» entre guillemets, parce on a des gens brillants comme lui. Et justement, pour rebondir là-dessus, selon toi, que devrait comprendre, un jeune ou encore plus un dirigeant ou un élu, pour avoir une vision, du monde et bâtir un monde, différent? C'est une bonne question. Alors un élu ou un dirigeant, je pense que les dirigeants, ils sont notamment les dirigeants de PME, en fait, ils sont déjà très exposés dans leur quotidien, heu, tu vois, à des sujets d'interculturel. Donc, je sais pas si j'aurais des choses à leur apprendre, mais je pense que y compris eux auraient des choses à m'apprendre sur leur réalité. Je pense que parfois, c'est bien de créer un peu la plateforme pour, valoriser les gens qu'il y a dans ton entreprise. Donc, tu vois, typiquement, les soirées Inspire, qu'on a proposées, mais je pense que ça peut être, l'entrepreneur peut inventer un format en interne, mais de mettre sur scène un peu les gens qu'il y a dans ta boîte et ceux qui ont fait des choses sur l'inclusion ou qui viennent de l'étranger, bah, ça permet aussi de se rendre compte tous de la richesse qu'on a dans l'entreprise et ça permet un peu de voir, cette personne, différemment aussi. Mais donc il y a pour bien le faire, il y a quand même tout un travail sur le storytelling et bien accompagner la personne à se mettre en valeur. C'est pas si facile parce que si tu mets juste la personne avec un micro et tu lui dis: «Vas-y débrouille-toi», ça va pas Un du peu tout mar trivial. ouais, ça va pas marcher. Mais donc il y a quand même, il y a un truc à faire, là-dessus, juste de voir que rien que dans ta boîte, tu as des gens qui ont des parcours, en fait, incroyables et les mettre en scène. Hem, pour, pour les élus locaux, en fait, j'ai un peu envie de dire, c'est pareil, c'est que moi, je les inviterais à venir, en fait, à des événements type des soirées Inspire ou les Newcomer, Comedy Club et cetera qui peuvent se faire localement ou aller à la rencontre des entrepreneurs. Je pense que c'est bien, plutôt que d'aller dans que des associations d'aide alimentaire ou d'aide humanitaire qui vont être très sur l'urgence où, en effet, tu vas voir les gens dans le pire moment de leur vie. C'est bien de voir ces mêmes gens quelques semaines après ou quelques mois après, qui sont en train de créer une entreprise. Parce que là, tu te dis: «Ah OK, si j'agis à leur côté, en fait, demain, c'est eux qui vont faire le tissu, entrepreneurial, professionnel de ma ville» et donc je pense que c'est bien d'être confronté aux 2 réalités, si tu veux. C'est pas pour leur dire de pas aller chez dans une asso, de voilà, 1er besoin, mais c'est de voir les 2 parce qu'en fait, ils pourront mieux aussi allouer, en fait, leurs ressources quand ils ont une compréhension plus large. Et alors toi qui as dû voir, le meilleur comme le pire, de Mmh. l'humanité, qu'est-ce qui t'inspire encore, hein, puisque tu utilises beaucoup ce mot? Qu'est-ce qui t'inspire encore? Hem, qu'est-ce qui m'inspire encore? C'est une bonne question. Est-ce que je suis inspiré? Hem, Je te le souhaite, sinon faut écouter ce podcast. ouais, c'est ça, ouais, bah, je le mettrai quand j'irai courir, C'est le moment le auto-promo. genre ouais. Bah, je pense que moi, en termes de quoi je me sers comme inspiration, je me sers beaucoup du sport, en fait, j'ai l'impression. J'ai besoin de sortir complètement de mon secteur professionnel. Tu sais, c'est un peu comme un médecin, je suis pas sûr qu'il regarde, comment Docteur dire? House une fois qu'il est Docteur chez lui. House le soir, Ouais. ouais. C'est que je pense que tu pas trop envie de te replonger dans ce que tu fais. Donc moi, je suis plutôt inspiré par des gens qui sont complètement à l'extérieur. Je suis très inspiré par les gens qui ont une méthode. J'adore,
les sportifs de haut niveau qui ne laissent rien au hasard et qui, ont une méthode avec, un spectre assez large sur, la nutrition, sur leur entraînement, sur le sommeil, sur en fait, ils sont capables de gérer plein d'aspects et moi j'aime beaucoup en fait cette idée qu'il y a pas de problème qu'on puisse pas résoudre si on met pas en place de bonnes méthodes et donc c'est sur tous les sujets que j'aborde, c'est ce que j'essaie de faire. C'est, d'avoir une méthode, précise, transparente, qui est claire pour les équipes et qui nous permettent de mesurer si on fait des progrès ou pas et donc après de changer de cap ou non. Tu as des projets à venir? Quelles seraient Beh, tes prochaines lignes ouais, directrices? alors j'en ai pas mal en vrai. Alors normalement, il y a un livre qui doit sortir, aussi dans les mois qui viennent, qui est en écriture, parce que, en fait, à chaque fois que j'arrive au bout d'un cycle, je le digère dans un livre et donc là, et bah, je pense que je suis arrivé un peu, au bout d'un cycle sur, ce que j'ai fait avec Singa, ce que j'ai fait avec l'investissement à impact et donc il y aura très certainement un livre qui arrive dans les mois qui viennent. La deuxième chose, bon ça m'occupe déjà, mais je te l'avais dit, c'est que j'ai un podcast avec mes frères qui s'appelle Médaille en chocolat et sur lequel, on parle d'aventures, sportives, et on raconte aussi comment réussir son premier Ironman, son premier Irox, son premier trail, 80 kilomètres et cetera et donc ça, c'est plutôt pour ceux qui ont envie de rire et de parler de sport et puis, au niveau professionnel, je suis en train d'évoluer aussi parce que, travailler sur les sujets de migration m'a passionné. La migration m'a permis d'aller vers la tech, vers l'entrepreneuriat, vers plein, plein d'autres secteurs. Ça aussi, ce que j'ai pas dit, mais c'est que moi, j'ai fait que apprendre, hein, pendant 15 ans grâce, à la migration. Je me suis épanoui aussi personnellement. J'ai, trouvé un métier, j'ai, créé une organisation, une marque et ça, je le dois aussi, à la migration. Mais aujourd'hui, en fait, je me sens concerné par plein d'autres sujets. Je suis devenu papa il y a 9 ans, donc les sujets d'éducation, me travaillent beaucoup. C'est pour ça que je suis secrétaire général aussi d'une association qui s'appelle Conf Kids et les sujets climatiques, ont toujours, aussi été, très importants pour moi. J'ai, fait la convention des entreprises pour le climat avec, quand elle a été lancée pour aussi me former, encore un peu plus sur ces sujets, mais surtout les relier au monde de l'économie. Parce que, pour moi, c'est pas simplement une question de connaître le rapport du GIEC, c'est aussi de voir comment on peut agir avec nos entreprises, dès aujourd'hui. Et donc là, le gros projet sur lequel je travaille, c'est un projet de fondation sur l'adaptation des sociétés humaines au changement climatique. Et l'idée, c'est d'amener, un grand, grand réseau d'acteurs à créer un capital très long terme, qui puisse, soutenir des associations, qui permettent d'adapter nos sociétés au changement climatique. Et donc, ça sortira, courant de l'année prochaine et l'objectif pour nous, ça va être de réunir des PME, des ETI, des grands groupes qui ont envie d'agir sur ces sujets et de constituer ensemble, un capital long terme. Si tu pouvais parler au Guillaume, qui a une dizaine d'années, qui fait son premier voyage, qui est en plein, émerveillement et soif d'apprendre, qu'est-ce que tu lui dirais à ce gamin? Tu sais, il y a un truc que je regrette, je pense à l'université, c'est que je pense que j'aurais préféré ne pas aller à l'université et aller directement, à l'étranger et faire des activités, sportives, beaucoup aussi, en prenant des cours, en distanciel. Je pense que si, tu vois, si je devais repartir à l'âge de 18 ans, aujourd'hui, je partirais, tu vois, travailler, dans différents pays. Je m'entraînerais pour, battre mes records sur 10 kilomètres, sur marathon et cetera et à côté, je suivrais des cours, soit en ligne, soit CNED, heu, voilà. Mais ça, c'est un petit regret. Je trouve que j'ai été un peu bloqué à Paris pendant 5 ans et si je devais refaire, j'essaierais d'aller prendre de l'expérience ailleurs. Quel message tu aimerais, laisser? Qu'est-ce que tu aimerais que l'on retienne de toi, enfin de cette interview?
Hem, j'aimerais reteni je s'il y a une chose là en ce moment qui me paraît un petit peu importante, c'est que, et moi, si tu veux, ça m'est encore arrivé, je pense, un peu ces 3 dernières années, c'est qu'on peut vite se perdre, dans ce qui nous paraît, obligatoire, dans le stress de devoir rembourser un emprunt, de de devoir faire, ce qu'on s'était engagé à faire, d'avoir peur d'avoir dit des choses et d'avoir pas réussi à les faire, d'être dans un échec et cetera. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est plus importante que toutes ces obligations que parfois on se met tout seul dans notre tête, c'est que ce qu'on fasse ait du sens et qu'on soit aligné. Et j'ai l'impression que, quand on l'est, les choses sont tout de suite plus faciles, même si on ressent peut-être de la vulnérabilité, on est dans une situation peut-être, d'indépendant, entrepreneurial, un peu différente. Mais moi, je pense que la vie est très courte et je m'en suis encore rendu compte cette année, pour de mauvaises raisons, à plus enfin, cette année était une année très difficile, à ce niveau-là, avec des proches et donc moi, j'ai juste pas envie de passer 3 ans, 5 ans, 10 ans de ma vie à faire un truc qui, au fond, ne m'intéresse pas vraiment ou auquel je ne crois plus ou qui me semble pas avoir assez d'impact. Donc heu faites des choses qui vous parlent parce que la vie est courte, vous serez beaucoup plus heureux, vous serez peut-être un peu moins riche, mais vous serez plus utile, plus aligné et on a besoin de ça à l'heure actuelle parce qu'on est dans un monde qui change à une vitesse folle et il faut surtout pas qu'on se retrouve avec des gens, qui sont des millions à faire ce qu'on leur avait dit de faire, alors que ça n'est pas juste ou ça n'est pas, utile. J'ai, 2 dernières questions pour toi, que j'aime bien Vas-y. poser parmi tant d'autres. C'est, quel est ton plus grand rêve? Si tu savais que tu ne pouvais pas échouer et que tu pouvais rêver grand, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu aimerais faire ou accomplir? Qu'est-ce que j'aimerais faire ou accomplir? Hem Écoute, en fait, je suis déjà assez fier, hein. Franchement, je suis déjà très content de ce que j'ai accompli. Parfois, je me dis ça, je me Non, dis: mais c'est bien, c'est important. si je devais mourir demain, en fait, je me dis, j'aurais déjà fait un certain nombre de trucs et surtout, j'aurais été très heureux. J'ai la chance d'avoir une femme et un petit garçon que j'aime énormément, d'être entouré par une très, belle famille et des potes. Donc ça, déjà, voilà, je pense que j'ai beaucoup de chance. Après, là, j'ai très envie d'écrire ce livre, mais j'ai très envie d'écrire un beau livre qui me ressemble et là, c'est dur parce que j'en suis à la, je sais pas, 14e version, d'un truc et j'ai du mal à atterrir franchement, je te mens pas. C'est, sur quelque chose qui est vraiment ce que j'ai envie de dire. Donc ça, ouais, ça fait partie de mes petits rêves, c'est d'arriver à poser bien mes pensées dans un livre. Et puis, cette fondation, j'y crois beaucoup parce qu'en fait, les changements climatiques arrivent, on a besoin de s'y préparer. Donc si je peux contribuer moi à humblement, mais à injecter en fait des moyens financiers, dans l'adaptation au changement climatique qui sera nécessaire, qu'on le fait de manière intelligente, c'est-à-dire que le capital qui va permettre de soutenir toutes ces associations est aussi, un capital qui est responsable, qui est durable, et bah, franchement, je pense que ce sera une très, très grande réussite. Voilà et puis je me souhaite surtout de continuer à comment dire? À être, bien entouré et être heureux avec mes proches. Et dernière question, tu as dû rencontrer des centaines, voire des milliers de personnes. Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné dans la vie, que tu aies reçu? C'est toujours dur d'en trouver un, mais le conseil qui, généralement, souvent pique un peu, mais qui si avec le temps tu dis: «Ouais, c'était pertinent et c'était utile». Le meilleur conseil que j'ai reçu, C'est toujours heu, dur d'en trouver un, d'en garder un. ouais, j'essaie de alors attends, est-ce qu'il y a un conseil? Je sais pas pourquoi je pense à ça, c'est pas du tout un conseil qu'on m'a donné. Moi, je sais pas si ça s'applique, mais, il y a un film avec Belmondo où il apprend, comment il s'appelle?
C'est l'acteur, je me rappelle plus. Il apprend à un autre acteur à ne jamais être étonné. Ça te dit quelque chose ça ou pas? Il en Anconina. a fait tellement, Belmondo? Ah oui, Ouais, il est Incognito, ouais, ouais, Jean Anconina. il est avec Anconina et en fait, il lui apprend à peu importe ce qu'on te dit, ne jamais avoir l'air étonné. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai vu ce film quand je devais avoir, 7-8 ans et en fait, ça m'a marqué et je pense que je garde toujours ce truc de peu importe ce qu'on me dit ou peu importe qui je rencontre, c'est-à-dire on me dit: «Demain, tu croises Barack Obama» et etc. En fait, je pars toujours du principe que, bah, ouais, c'est normal, en fait. Et du coup, ça me permet de m'enlever aussi beaucoup de stress et tous les événements, en fait, qui peuvent arriver, en fait, j'essaie de partir du principe que, bah, si ça arrive, c'est que ça devait arriver et donc c'est pas si étonnant. Et donc franchement, ça m'a toujours mis dans une posture qui est assez chouette pour rencontrer des nouvelles personnes parce que, voilà, je suis, intéressé par ce qu'ils vont dire, curieux, mais je suis jamais impressionné. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui utilisent, des chiffres ou qui utilisent des choses pour t'impressionner et moi, en fait, je suis toujours là: «Ah OK» et voilà, donc soyez pas si étonnés. Merci à toi pour, Merci Fabien. ce temps d'échange. Je pense qu'on a fait le tour des sujets. Tout à fait. Si on mettrait également les liens, pour suivre aussi bien Singa que tes aventures, ton parcours et les prochains projets à venir dans l'année qui arrive. Merci. Vous pouvez retrouver ça, dans la description. Est-ce qu'il y a un site ou quelque chose où on peut te suivre? Bah, sur, mes réseaux sociaux, c'est le plus simple, sur Ouais. LinkedIn, sur Instagram, vous pouvez me suivre et surtout m'écrire, avec grand plaisir pour échanger. Merci à toi, Guillaume Capel, pour, ce temps et cette disponibilité. Merci à vous également d'avoir, écouté ou regardé cet épisode que vous pouvez retrouver, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram en vidéo, également en audio sur Spotify, Apple, Deezer et Amazon, tout comme Médaille en chocolat, le podcast de Guillaume Capel avec ses frères. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Inspiré. Salut. Salut!